Maintenant, je vais présenter le prochain intervenant. C'est maintenant Dr. Debanors que j'aimerais accueillir, qui va échanger avec nous sur la résilience au sein des familles de militaires. Dr. Norris est professeur. Dr. Norris est professeur à l'université de Mont-Saint-Vincent. Merci beaucoup, Dr. Norris, professeur au département d'études familiales et de gérontologie à l'université Mont-Saint-Vincent. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai vraiment adoré la présentation de Kathleen. C'est un véritable honneur pour moi de faire partie de ce sommet des anciens combattants. J'aimerais m'assurer que tout le monde peut m'entendre. On vous entend parfaitement, Déborah. Merci beaucoup. Donc c'est un véritable honneur pour moi. Je suis extrêmement reconnaissante. J'aimerais remercier les organisateurs de ce sommet virtuel, notamment les membres de l'équipe d'Atlas, de l'Institut Atlas. C'est une véritable opportunité pour cette inauguration. J'aimerais féliciter Kathleen et tous les membres des familles d'anciens combattants qui mettent leur tripes sur la table et qui sont capables d'échanger. Je n'ai pas de connexion personnelle avec la communauté militaire. Je ne suis pas fille d'un soldat. Je n'ai pas de compagnon militaire. Je n'ai jamais servi dans l'armée. J'ai grandi à Halifax, qui est une ville militaire, à Halifax, mais je suis civil de A à Z, et cela intensifie et renforce ma reconnaissance et la confiance que j'ai dans nos forces armées, et c'est un honneur pour moi de pouvoir vous décrire cette expérience qui signifie beaucoup pour moi. Donc mes recherches ont commencé avec une expérience de vie, ce que nous appelons une voie. J'ai travaillé sur ces questions il y a quelques années. À travers toutes les études que j'ai réalisées, je ne vais pas toutes les citer, mais les points principaux sont le déploiement des marins, la parentalité avec les impératifs du service militaire, également les enfants, les questions intergénérationnelles. Au cours des 10-15 dernières années, j'ai travaillé sur le stress opérationnel militaire et les relations entre les missions militaires et également les stress opérationnels qui en découlent, mais également le soutien des familles qui sont proposées aux anciens combattants, aux vétérans. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, j'ai travaillé sur ces histoires et les révéler. Et je pense qu'il faut rendre hommage à ces gens au sein de l'équipe de recherche au sein de laquelle je travaille. Des anciens combattants n'ont pas toujours reçu le soutien qu'ils auraient dû. Les soldats, nos forces armées sont un véritable exemple. Et d'ailleurs, les présentations, la présentation de Kathleen était très importante. Donc beaucoup de travail est réalisé et il faudra en parler de manière beaucoup plus euh, couramment. Également, la résilience est très importante au sein des membres des forces armées. C'est un élément très important dans le cadre de mon programme de recherche et c'est également le point focal de ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. La résilience dans les familles apparentées aux militaires. Kathleen a parlé de son aventure, très intéressant, mais lorsque l'on parle de nos aventures, de nos parcours, celui de Kathleen, le vôtre, le mien,
Est-ce que vous pensez que cette expérience est simplement euh, un long fleuve tranquille lors d'une belle journée ensoleillée? Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça n'est pas le cas. Il y a beaucoup, ça n'est pas toujours la chose, ça n'est pas toujours la même chose, ça n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc, c'est plutôt une route sinueuse, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a énormément de belles choses dans le monde, on voit le paysage magnifique, le ciel bleu, mais il y a beaucoup d'incertitudes, un manque de visibilité, alors que nous essayons de nous en sortir, notamment pour ceux qui est de mes collègues américains, c'est ce qu'on appelle the road of life, la route de la vie. Et je pense que certains s'y reconnaîtront. Les familles d'anciens combattants aux États-Unis ont travaillé énormément avec l'armée américaine. Ils aiment, comme moi, utiliser des métaphores. Et les métaphores, en fait, c'est la résilience que j'essaye d'illustrer métaphoriquement. C'est un petit peu euh, l'essence que l'on doit mettre dans le réservoir pour entreprendre cette route 2011. Certaines des choses qui sont très importantes concernant notre capacité de résilience. Donc si l'on regarde ce graphique, donc parfois, très important de comprendre qu'il y a des obstacles, comme vous le voyez. Donc nous voyons en premier lieu, très important, qu'il y a une traînée, surface de la route, et puis il y a également un certain nombre d'obstacles. Il y a également ce que l'on appelle, lorsqu'on ne parle pas d'un long fleuve tranquille, des nids de poules sur la route. Et euh, il y a également différents problèmes qui surgissent. Et ce sont notamment les garde-fous, les garde-corps, les garde-barrières, qui sont très importants et qui nous protègent également. Les garde-fous, pour moi, sont très intéressants lorsque je veux parler de résilience. Ce sont ces garde-fous, ces garde-corps qui nous aident, qui nous préservent au niveau des ressources, qui nous soutiennent alors que nous essayons d'entreprendre cette route de la vie, cette road of life. Les garde-fous permettent de sauvegarder la résilience, et ceci au sein des familles, et cela implique les militaires et les anciens combattants. Il y a les soutiens, la socialisation, le contrôle social, et cela implique les agences, les institutions civiles et militaires. Mais il faut également savoir que beaucoup de ces garde-fous ont une grande importance. Ce sont donc des soutiens formels, des instruments de socialisation. Maintenant, le soutien informel inclut un certain nombre d'associations, des départements de soutien, des réseaux intimes et beaucoup moins intimes qui vous permettent de créer des relations. Ces soutiens, cette aide formelle et informelle ont une vocation de réciprocité. C'est maintenant à travers ce graphique que j'essaye de symboliser euh, le concept de résilience, les processus, les résultats à travers ce travail de Bowen et Martin en 2011 et de Patterson en 2002. La résilience peut apparaître comme étant très simple. Lorsqu'on y pense, nous pensons ceci comme étant une caractéristique que nous avons, que nous n'avons pas. Cela fait partie de notre euh, état d'esprit. Certains en ont plus que d'autres. C'est la conceptualisation de la résilience que nous avons eue au cours des dernières années.
Parce que ce que la plupart d'entre nous comprend, c'est que la résilience, ça n'est pas toujours quelque chose que nous avons en nous. Cette résilience, cette capacité doit être nourrie, doit être soutenue et entretenue. Et également renforcée à travers notre vie. Nous devons nous aider également pour trouver cette voie d'apaisement. Mais nous avons, une fois de plus, besoin de beaucoup de garde-fous et de soutien formel et informel. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de la résilience. On utilise ces deux mots en anglais, résilience et resiliency. Nous les utilisons souvent de manière apparentée dans une seule et même phrase. C'est à la fois un processus et un résultat. Donc nous comprenons également que cela a été souligné par l'expérience de Kathleen, c'est que la résilience est un processus. Nous nous y impliquons quotidiennement. Ça n'est pas simplement une capacité ou une caractéristique. C'est quelque chose sur lequel nous devons travailler, que nous devons développer à travers notre vie. Maintenant, lorsque l'on parle de cela, c'est très important. Lorsque je parle de résilience familiale, dans mon programme de recherche, cela me permet de jeter un œil attentif à ce que j'entends par la résilience familiale. Et ceci dans le cadre de la communauté, des anciens combattants et de la famille. Voilà la définition. Les universitaires aiment les définitions. Je vous la livre à travers une traduction libre. Et cela, pour moi, a un sens très important. C'est donc, lorsque l'on parle de définition, c'est une voie qu'une famille suit afin de s'adapter et d'essayer de prospérer pour faire face au stress, ce stress étant normatif ou non normatif, et nous l'avons vu à travers l'expérience de Kathleen, cela est très clair, c'est que dans un contexte militaire, il y a énormément de stress qui est non dit, qui est sous-jacent suite au déploiement sur les terrains d'opération. Ainsi, cela peut être présent également. Donc, ce stress auquel il faut faire face est actuel, mais parfois, celui-ci va au-delà des heures de service. Cela dépend d'un véritable contexte lorsque l'on parle de familles résilientes qui répondent positivement à ces conditions qui sont à chaque fois uniques. Cela dépendant du contexte, du niveau de développement, les combinaisons interactives, et également les facteurs de protection et de risque. Nous devons donc prendre en ligne de compte, comme je l'ai dit, les combinaisons interactives de risques et de facteurs de protection. Qu'en est-il de cet équilibre dans un contexte militaire, mais jusqu'à quel niveau cela peut être opérationnalisé ou pas? Quel genre de facteurs de protection peuvent être inclus au sein de la cellule familiale? Parfois, la famille peut partager et cela euh, change la donne. Et ce que j'ai appris dans ma capacité d'analyse civile, ce qui aide à renforcer la résilience des familles dans un cadre militaire, et c'est cette croyance commune que le travail qui est réalisé par les anciens combattants, la communauté militaire, ce que ce travail est réalisé est important. Il est important parce qu'il touche la sécurité nationale. C'est en fait de servir votre pays, mettre de côté vos desiderata personnels pour mettre votre vie au service du bien-être des autres, de vos concitoyens canadiens, puisque l'on parle du contexte canadien, et ceci pour faire face aux besoins d'une nation. Et cela, par extension, cela touche à
euh, le bien-être de la famille. Ainsi, la résilience au niveau familial est exacerbée et maintenue, et cela rend beaucoup plus facile de travailler ce que la résilience est en fait euh, l'essence que l'on met dans un réservoir pour entreprendre cette fameuse route de la vie que j'ai évoquée il y a quelques diapositives, quelques transparents. Donc, laisser de côté nos propres besoins, nos propres envies, les laisser sous le boisseau pour pouvoir servir la communauté. Ce qui est important également, lorsque l'on parle de résilience, c'est ce que j'ai partagé d'ailleurs, c'est que la résilience, j'utilise deux mots, la resiliency c'est le résultat et la résilience c'est le processus. Donc très important également de comprendre la fonction du soutien social. C'est une combinaison. Ce que j'ai eu la chance d'apprendre lors de mes échanges avec les familles d'anciens combattants, c'est que la résilience, que ce soit le processus ou le résultat, sont liés aux garde-fous sociaux. Et ceci est externe à l'environnement familial. Ce que j'ai également compris, et qui est très important dans le cadre de mes analyses, mes données que j'ai collectées à travers des groupes focaux, des entretiens, des échantillons, c'est que la résilience familiale peut arriver à travers ces trois pratiques, ces trois processus que j'appelle les trois R. Les trois R. Ces trois R sont résister, récupérer et reconfigurer. Donc, nous allons analyser ces trois processus. La résilience familiale, que l'on parle du processus ou des résultats, est liée à la résistance. La capacité familiale à la résilience. Il y a donc en premier lieu la capacité innée dans le cadre de la résistance. Il y a des individus qui sont innés. Ce qui est très important également dans la résilience familiale, c'est dans le cas de la résistance, l'invulnérabilité aux facteurs de stress. Maintenant, lorsque l'on parle du deuxième R, récupérer, reprendre, c'est ce retour à l'état préliminaire de bien-être. Mais ce qui est très important pour moi, dans le cadre de mes travaux de recherche, et je pense que cela est récurrent, c'est la capacité des vétérans de ne pas simplement résister et de revenir à business as usual. C'est en fait cette capacité à pouvoir rebondir avec une nouvelle force et une nouvelle dynamique. Et je pense que Kathleen peut nous en parler, mais je sais que euh, selon mon expérience et dans le cadre de mes travaux, j'ai eu à écouter des histoires absolument fabuleuses de personnes qui allaient de l'avant, qui rebondissaient et qui s'en sortaient toujours plus haut, plus fort. Et lorsque l'on parle de résilience, dans le cadre des contextes, c'est en fait revenir à ce que c'était le contexte militaire. Oui, celui-ci existe, et c'est essayer d'aller de l'avant ou de rebondir. C'est ainsi qu'il faut parler du troisième R, qui est la reconfiguration. La reconfiguration, très importante, et que l'on utilise également, c'est un point qui est très prolifique.
mais notre résilience et de notre élasticité, c'est comme ou bien notre résistance. Ceci vient de la psychologie qui vise à comprendre pourquoi les individus qui font face à un stress extrême comme les jeunes enfants, Nansen travaille sur cela, Maston, donc les jeunes enfants qui ont des parents qui vivent avec l'alcool ou qui prennent de la drogue, ou bien qui ont des troubles psychologiques. Euh, Apparemment, les gens ont cette capacité à à revenir, mais les psychologues de développement ont été intrigués par qu'en est-il de ces petits jeunes ou de ces jeunes ou ces enfants. C'est que ces enfants avaient cette capacité. Ils avaient quelque chose qui agissait comme un enseignant ou bien euh, ça pourrait être un voisin dans la voisin, l'oncle ou la tante qui interviennent et qui disent euh, un garde-fou qui porte cet assistant, qui les aide à avoir cette résistance et cette résilience. Ça m'a toujours attiré par cette magie ordinaire qui se passe dans les familles d'anciens combattants et de militaires. C'est soit quelque chose de magique ou bien quelque chose qui est consenti. Et ceci, c'est un travail qui implique beaucoup d'efforts. Et c'est peut-être peut-être que beaucoup de travail est invisible et quand on y pense, c'est comme une magie ordinaire. Leur connaissance, en réalité, quand je vois les centaines d'interviews ou d'entretiens que j'ai fait à travers les années, ce que je peux voir, je vois ces transcriptions d'entretiens ou de groupes de soutien qui me permettent de comprendre ce que les académiciens essaient de faire. Je me rends compte que c'est beaucoup d'efforts, d'efforts, d'actions considérées qui rendent que la résistance présente. Ça pourrait peut-être paraître comme une magie ordinaire, mais en réalité, c'est beaucoup de travail, qui se fait en arrière-plan. Et ce que j'espère avoir accompli à travers mon travail, c'est de rendre cela dans ma recherche, d'avoir fait transparaître cela dans ma recherche, de voir ce travail visible, que les gens puissent le voir, l'honorer, car il devrait l'être. Alors quand je réfléchis à cela et en continuant à réfléchir à la résilience et à la résistance comme un travail, ce que je fais en fait et ce que nous faisons en tant qu'académiciens, c'est que nous voyons les modèles théoriques. Et je peux vous promettre que je ne vais pas rentrer dans les théories, mais ce que je pourrais vous dire, c'est que je vais partager avec vous un exemple d'un modèle qui m'a beaucoup aidé. Et les gens vont comprendre car nous vivons toujours avec tous avec ce concept, avec ces propositions, des suggestions dans notre vie quotidienne. Et vous allez les reconnaître. Donc nous savons tous euh, que dans ce voyage de la vie, nous faisons face à beaucoup d'exigences et des difficultés, des constructions. Ça, c'est c'est notre parcours, le progrès. Nous savons que les exigences sont c'est des difficultés quotidiennes. Des fois, ces difficultés disparaissent, elles sont assez temporelles, mais de temps en temps, elles restent pendant un bout de temps. Peut-être qu'elles sont chroniques ou peut-être même ces exigences sont des stresseurs aigus qui causent des conflits. Nous les avons tous, n'est-ce pas? Mais ce que nous avons également, et je l'espère, c'est des capacités. Encore une fois, dans ma conception de résilience, ces capacités viennent de notre irritation, mais également de cet appui social. Et ce que j'ai pu faire ressortir par rapport à cette présentation d'aujourd'hui, c'est certaines des capacités que j'ai rassemblées, des travaux que j'ai pu faire jusqu'à présent et qui, je pense, sont importants pour développer et maintenir la résilience et la résistance. Donc, je vais partager avec vous certains de ce que j'ai pu rassembler à travers cette recherche. Premièrement, alors je veux dire ce que les demandes ou les exigences veut dire. Alors, c'est quoi les exigences? Comme je l'avais dit dans ma diapo précédente, les exigences, ce sont les difficultés quotidiennes ou bien les stress ou le stress aigu ou chronique et les conflits qui pourraient être normatifs ou pas dans la vie quotidienne. Mais c'est là où les choses se compliquent. Là, nous avons les capacités qui peuvent être des
qui peuvent contrer ces éléments. Les capacités, ce sont les ressources, et c'est ce que la famille possède, mais ce sont c'est les éléments, c'est les tampons qui permettent à la famille de se protéger. Ce sont les actions, ce que nous faisons, les actions que nous faisons, d'exercer ces comportements qui nous permettent de développer et de créer cette résilience et qui nous peut pallier à ces stresseurs. Alors nous allons parler aux exigences. Je sais que beaucoup de personnes avec lesquelles nous travaillons sont familiers avec les exigences et les difficultés quotidiennes et les stresseurs aigus et chroniques en tant que famille, même famille de militaires vivant au quotidien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les voix sont importantes. Par exemple, ce qu'il faut avoir, c'est que les exigences sont une articulation des capacités. Là, vous avez deux comptes. Alors, la semaine dernière, quand je suis partie chez le psychologue, c'est un partenaire d'un militaire qui appuyait un ancien combattant et qui vit avec un PTSD ou bien un SSPT. Alors, la dernière fois, quand je suis partie à ce rendez-vous de son psychologue et qu'on discutait les options possibles qu'on devait prendre, et s'il y avait d'autres traitements disponibles pour lui. Donc, essayer de trouver un plan de traitement pour ce membre de la famille, un ancien combattant qui est blessé. Un autre exemple, je sais que je suis loin d'être la seule ou le seul qui le fait, mais quand j'ai quitté mon emploi pour être plus présent, je ne travaillais pas, mais je n'avais pas de salaire. Et c'est un grand problème. Malheureusement, je me suis sentie seule à déplacer des montagnes. Donc là, vous avez un mari ou un partenaire qui dit que ce partenaire militaire souffrait également de SSPT et que l'épouse sentait qu'elle était nécessaire de sortir de son emploi ou de quitter son emploi et d'appuyer et de soutenir son époux qui souffre de SSPT. Là, nous avons que deux exemples. Alors, nous allons passer maintenant aux capacités. Et les capacités, comme je l'avais mentionné, sont importantes pour renforcer la résilience et la résistance. Alors, rappelez-vous quand j'avais parlé des 3 R, maintenant nous a parlé des 3 M. Comme je l'avais déjà analysé dans mes données, et notamment je réfléchis ces données qui nous viennent d'une étude que j'avais effectuée il y a quelques années de cela, avec lequel j'ai travaillé au Canada, où mon équipe, nous avons été financés pour travailler sur des anciens combattants du Canada Comité d'Action sur les relations bidirectionnelles entre le stress et le fonctionnement de la famille. Et quand nous avons vu la partie familiale et comment les familles étaient importantes pour appuyer les anciens combattants qui vivaient avec le SSPT, ce qui est un stress qui était le plus présent dans notre étude, j'ai pu isoler ou bien démonter les 3 M, ou bien j'ai pu mettre en place les 3 mêmes ou les 3 capacités ou bien les 3 éléments du travail qui est fait par les familles de militaires et les familles d'anciens combattants pour répondre, pour faire face aux besoins, pour appuyer l'ancien combattant ou le soldat. Alors le premier, c'est le monitoring ou bien le suivi. Alors rappelez-vous, le suivi ou bien c'est le surveillance. Alors monitoring ou bien la surveillance. Je pense que pour passer par cela, nous devons développer des compétences additionnelles pour trouver votre voie, pour réduire d'avoir une meilleure vision, de temps en temps être un peu plus honnête en parlant de ce qui se passe. Par exemple, et j'en suis sûre que beaucoup ont besoin, même pour lui dire et capable de dire qu'est-ce qui se passe. C'est une bonne journée, c'est une mauvaise journée. Qu'est-ce qui s'est passé au lieu d'ignorer cela et d'ignorer de continuer. C'est un partenaire ici qui parle de sa vie quotidienne où elle doit elle doit deviner quelle est la journée par laquelle son mari passe, qui vit ce SSPT. Est-ce que la journée va être bien? Est-ce qu'elle va pas être bien? Est-ce qu'il va être nerveux? Est-ce qu'il va être ou pas? Donc
tout dépend de l'humeur, mais également des facteurs internes et externes qui affectent le quotidien de ces patients qui souffrent de SSPT. Un autre exemple de surveillance, c'est, vous savez, de temps en temps, c'est presque marcher sur du verre, hein. C'est tourner autour des situations, juger l'humeur hein, avant d'aller de l'avant, avant de rentrer dans un conflit. C'est un peu juger l'humeur, juger dans quel état d'esprit la personne. C'est une indication et la régularité de la surveillance. Ça veut dire un autre exemple de surveillance. C'est un partenaire qui parle de son fils. J'ai pas interviewé le fils, mais elle parle de ce qu'elle voit chez son fils alors qu'elle le surveille. Alors ce qu'elle dit, mon fils est plus intuitif. Il vérifie ce qui se passe avec tout le monde. De temps en temps, il vient vers moi et il dit, mon papa était vraiment pas en bonne humeur. Il dit, c'est pas une bonne journée, il a pas une passe journée. Je lui dis, oui, il n'est pas de bonne humeur. Oui, oui, c'est ce qui se passe. Alors moi et lui, on peut en parler. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle et son fils essaient de créer cette surveillance, de vérifier l'humeur du père, se soutiennent les uns et les autres, hein, car ils sont en train de surveiller l'humeur du père pour savoir s'ils peuvent parler ou pas. Là, il existe beaucoup de gestion. Gestion, j'en suis sûre, c'est la deuxième M. Bon, c'est managing et non pas le deuxième M, mais plutôt gestion. Là, c'est une épouse qui parle d'être la gestionnaire hein, de la santé mentale du père hein, à cause de la blessure que son partenaire a vécue au cours d'un combat. Alors il va rater ses rendez-vous, il va être en retard ou il n'a pas noté. Donc ça me prend beaucoup de temps de le convaincre hein, et de l'écrire sur le calendrier familial. Donc nous avons des enfants, nous partageons les calendriers ensemble pour qu'elle puisse voir mes rendez-vous, mais je peux voir également ses rendez-vous pour que je puisse l'aider, lui rappeler qu'il a des rendez-vous, lui dire t'as pensé à cela, il y a un rendez-vous chez le médecin, vous avez un test sanguin, vous savez, est-ce que vous avez réfléchi à cela? De temps en temps, c'est difficile. Pourquoi? Parce que je fais des rappels et j'ai l'impression d'être sa mère. Hein. C'est un problème de séparer les deux, d'être la partenaire et d'être la mère. Vous savez, faire la distinction entre le suivi qu'on appelle la mère ici, mais également le fait d'être la partenaire, être la femme. Euh, euh, un autre élément, un exemple de gestion également, en fait, c'est comme je essaie de gérer de tout pour qu'il ne traite pas cela, car le moins il a fait face, c'est des doutes, moins de doutes pour nous. Donc, elle doit gérer le travail. C'est un travail qui est nécessaire, comme elle le perçoit, pour voir la symptomologie, mais les impacts également du SSPT. Et puis, bien sûr, vous avez un troisième M, et celui-ci, c'est la mobilisation. Ça, c'est un vrai M, par contre. Hein. Ça, c'est le M qui nous essaie de voir quel type de garde-rail qui sont requis, ou le garde-fou. Là, vous avez alors beaucoup de services qui ont été mis en place faits par d'autres mères ou bien moi. C'est une fille adulte qui parle. C'est vraiment, il s'agit de mobiliser tout pour lui pour qu'il puisse revenir sur pied, de vivre une vie plus ou moins normale. Vous avez encore un autre discours. Je sais ce qui doit être fait. Je sais où aller pour l'avoir. Je sais où je peux le faire. Hein. Ce qui est le rôle d'un travailleur de travailleur social. Alors vous avez une épouse qui parle comme une mère et une autre qui parle comme si elle était service social. C'est d'être ce garde-fou qui va soutenir cette personne qui est blessée. Juste pour revenir, avant d'inviter des questions ou des commentaires que vous pouvez avoir, ce que j'espère qui ressorte, qui émerge à travers ces récits, et pour l'intérêt de temps, j'ai été sélective, j'aurais pu tellement faire ressortir, mais nous allons parler du travail
invoqué pour avoir de la résilience et de la résistance. Mais j'espère ce qui est clair, hein, c'est que cette capacité, ces 3 M, ces 3 capacités sont des sous-produits jusqu'à un niveau, ce sont des traits de caractère, mais sont liés aux appuis sociaux. J'espère que vous trouverez à avoir des preuves des 3 R, hein. Vous avez les 3 M sont liés aux 3 R, hein. Ça veut dire la résistance, la récupération, mais surtout la reconfiguration, où on reprend ses forces pour revenir, hein. Et ça, c'est la partie ou le résultat le plus difficile par rapport au travail que j'ai fait jusqu'à présent. Alors que nous faisons dans notre monde, nous mettons ensemble un modèle systématique qui montre l'interdépendance entre la demande ou bien et les capacités et les ressources, mais également les garde-rails et la résilience, qui crée la résilience et la résistance. Mais là où je termine, ce sont certaines des implications. Et là, j'en ai que 2. Et peut-être que peut-être qu'il y aura d'autres qui vous viennent à l'esprit alors qu'on y réfléchit par rapport à ce que nous avons partagé avec vous aujourd'hui. Alors je vais commencer par ces 2, et qui sont développer et maintenir la résilience, et la résistance implique du travail pour les membres de la famille des militaires ou des vétérans. Et ce que ma recherche a noté, c'est que ce travail implique les 3 M, qui est le suivi, la gestion et la mobilisation. Et dans ses capacités, ces importants s'interpompent, mais ce qui est encore important dans les garde-rails, ou bien pour les garde-fous, ce sont les ressources familiales et communautaires, qui sont des capacités et ont le potentiel d'amortir les demandes et d'améliorer la capacité de résistance et de résilience. C'est là où je vais m'arrêter. Avec encore une fois, j'aimerais remercier profondément pour votre temps, votre attention, et il me tarde d'avoir des questions. Si vous voulez me contacter après le sommet, mes informations sont là, mon email ou mon courriel est là, et c'est là où je suis dans ma vie académique. Et vous trouverez également des informations sur le site web qui va vous mener vers certaines des publications que j'ai mises et que j'ai publiées jusqu'à présent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, pour vraiment, vous savez, j'aime beaucoup j'aime beaucoup. Alors, quels sont mes garde-fous au sein de ma famille, en dehors de la famille? Vous avez fait référence à l'expérience, les premières expériences qui m'a vraiment attirée et vous savez, c'est vrai que dans l'armée, même dans les forces aériennes ou bien les forces spéciales, la famille doit vivre avec la mission avant elle-même, avant la vie familiale. Vous savez, je pensais que ça n'était que moi, mais ce n'est pas le cas, c'est la famille. La famille signe le contrat avec le soldat, d'accord? Elle signe un contrat, elles doivent adhérer à la vie militaire, hein, à la vie de militaire, et met la mission en premier lieu. Donc, merci beaucoup pour votre présentation d'aujourd'hui. J'aimerais maintenant donner la parole à Russian Polyfer. Alors, je pense que nous avons du temps pour 2 questions, docteur Norris, si ça si vous voulez bien. Alors, c'est intéressant que vous avez parlé de la mission avant nous-mêmes. C'est ce que le docteur Norris a utilisé. Alors, c'est le fait de mettre le service ou le pays avant la famille et les besoins de la famille. Et ceci m'a vraiment attiré mon attention. Je suis contente que vous avez parlé de la résistance et la résilience. Si je peux juste vous poser 2 questions. En premier, certains ont dit que la présentation est excellente et certains reconnaissent également que leur situation familiale à travers les différents exemples que vous avez donnés. Il y a une observation. Nous sommes dans une conversation. Elle est brillante. C'est ça l'objectif de ce week-end. Quelqu'un avait mentionné, je suis pas d'accord que nous retournons
Je suis pas d'accord que nous retournons vers l'état ancien de bien-être. On peut être mieux, mais on ne peut pas retourner au même endroit après ce que vous êtes passé. Vous êtes transformé par l'expérience vécue sur le champ de bataille. Et c'est pour cette raison, si je peux intervenir et répondre à cette question, et c'est pour cette raison que quand je vois les 3 R, hein, c'est à cela que nous faisons référence, c'est ce que les données, la première voie compte bien sûr. Et ceci démontre clairement que c'est la reconfiguration qui est la plus prominente à travers le pourquoi, à travers l'opportunité de soutenir, de vivre au sein des anciens combattants et l'armée, ou les soldats ou les militaires. Je suis tout à fait d'accord que revenir comme on était, ce n'est pas le cas. Et revenir ou rebondir n'est pas la même chose. J'ai vu tellement d'exemples. C'est vrai qu'on devient transformé et non, on ne peut pas revenir à l'état dans lequel on était après toutes les expériences auparavant. Et voilà, en tant que soldat, mais également en tant que membre de la famille d'un ancien combattant. Merci beaucoup. Une autre question, Docteur Debra, qu'est-ce que vous suggérez pour les communautés autochtones pour renforcer la résistance et la résilience, sachant que les peuples autochtones ont été résilients sur des attaques de colonisation à travers le temps, mais également des politiques de racisme passées et actuelles. Alors c'est une question. Qu'est-ce que vous suggérez que les communautés autochtones, qu'est-ce que vous conseillerez au gouvernement à faire pour les communautés autochtones? En tant que décidente de premiers colonisateurs blancs, je n'ai pas cette position, mais ce que je pourrais faire, ce que je pourrais imaginer, c'est que je rechercherai des données de la communauté, des données de la communauté autochtone, et à partir de là, il faut créer de l'empathie et d'interagir avec les communautés, écouter leur expérience et, et connaître les réalités par rapport à comment leur culture a été affecter leur culture, affecter leur identité et mettre cela avec les problèmes que les autochtones vivent actuellement. On peut également rassembler l'expérience de communautés autochtones avec les expériences vécues par les familles de militaires ou les familles d'anciens combattants. On n'aimerait pas créer une difficulté supplémentaire, nous ne le faisons pas, mais j'encouragerais tout fondateur ou bien financier ou donateur de pour ceux qui font des recherches, d'étudier ce problème. Nous ne connaissons pas beaucoup nous ne connaissons pas très bien les douleurs subies par les communautés autochtones. Il est important de savoir que ces communautés autochtones, leur voix compte et il faut les écouter et on ne peut pas avancer sans écouter la voix de ces communautés autochtones. J'espère que j'ai pu répondre à ce sujet fort profond et qui me préoccupe énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation aujourd'hui. Je vais donc donner la parole à mes collègues pour vous écouter, avoir certaines de vos réflexions. Je pense que pour moi, comme Haf vient de dire, utiliser cette analogie de ressources étant un garde-fou est important à chaque fois que j'entends Debra parler. C'est toujours une leçon apprise. C'est vraiment un contexte. Debra a toujours été l'une des personnes que j'ai pu voir auparavant et qui ont vraiment nourri la conversation et qui a voulu mettre en place cette présentation à ce sommet. Debra a parlé à plusieurs conférences car le travail qu'elle mène est très important. Elle veut changer les choses et je pense que la leçon apprise d'aujourd'hui est que rebondir est très important. Dans le quotidien, nous le voyons comme mon mari où nous, en tant qu'unité, nous avons ces sorties où que nous sommes dans des difficultés, nous rebondissons. C'est rebondissant de l'avant. On ne rebondit pas en arrière. Nous rebondissons toujours vers l'avant afin de voir les choses que nous n'avons pas fait, afin de récupérer les choses. Ce rebondissement vers l'avant est continue, il ne s'arrête jamais quand nous sommes
dans l'armée, nous passons par des difficultés, nous surmontons les difficultés et nous passons à la difficulté suivante. Ce sont là les deux choses qui m'ont marqué et ce sont là les deux leçons apprises de la présentation de Debra. Voilà. Merci beaucoup, Polly. J'apprécie. C'est vraiment un témoignage extraordinaire qui me sont vraiment chers. Merci. L'une des leçons apprises pour moi, c'est les capacités suivies, mobilisées et gérées. Ce sont les trois que Dr. Norris avait parlé dans la partie gestion. C'est quelque chose qu'appelle euh, aider au lieu de soutenir. Elle a parlé d'aider au lieu de donner, d'être maternel au lieu de soutenir ou de soutenir. De temps en temps, vous avez le sentiment que c'est un peu trop. De temps en temps, vous êtes un peu trop loin. En tant que membre de la famille, c'est un élément qui est très important. C'est un défi que je dois continuellement travailler dessus. Et de temps en temps, ce sont certains de mes garde-fous. Que ça soit pas, c'est ce que je dis. Je vais vers mes groupes de soutien et même vers mon thérapeute pour parler de ces garde-fous. Alors, Huff qui parle et qui dit que oui, de temps en temps, c'est difficile, je crois, de savoir où on doit arrêter, où les autres commencent. De temps en temps, on peut comprendre pas. On comprend pas comment on peut intervenir dans le parcours de quelqu'un, et avec nos partenaires également. Mais encore une fois, l'un des sujets que j'entends encore, que j'ai pu entendre hier, tout commence par la communication. Et à un certain moment, si j'ai des problèmes de communication, et que je dois le dire, y a-t-il un appui qui va m'aider à mieux communiquer? Qu'est-ce qu'il y a dehors? Qu'est-ce qui existe? Vous savez, avec les personnes avec lesquelles je sortais, ils disaient le temps dans la reconnaissance n'est jamais perdu. Le temps que je passe à rechercher un soutien, un appui, être vulnérable pour dire, vous savez, j'ai besoin d'aide, pour dire, j'ai besoin d'assistance. Ce n'est jamais un temps perdu. J'investis en moi-même, j'investis dans ma famille et dans la santé mentale, de ma santé mentale et ma santé mentale de ma famille. C'est vraiment une inspiration, c'est une présentation extraordinaire qui nous a été faite par Dr. Norris. Il nous reste un peu de temps. Si nous avons d'autres questions ou quoi que ce soit, avant d'aller vers la pause, je pense que on attend à ce que les gens. Alors nous allons aller en pause. Alors, vous imaginez, on l'a jamais fait. Au cours de la présentation de Nora, elle a parlé de SSPT. Alors, et comment trouver ce symptôme? Alors, et connaître la logique. Dans notre expérience, c'est un diagnostic du SSPT. Dans le travail que nous faisons également au sein d'Atlas et à travers les différentes présentations que nous avons pu entendre au cours des 2 derniers jours, la majorité des sujets s'appliquent sur n'importe quelle blessure traumatique. Elle pourrait être le SSPT ou CPST, la dépression ou autre. Mais l'expérience des membres de la famille peut être similaire, quel que soit le diagnostic. Et encore une fois, je sais qu'on a beaucoup parlé du contexte, le point de référence avec certains intervenants qui est lié au champ de bataille, nous reconnaissant que pas toutes les blessures se font sur un champ de bataille. Elles peuvent être domestiques, hein, ça veut dire à la maison, elles peuvent être opérationnelles, elles peuvent être traumatisme sexuel militaire. Il est important de le reconnaître. Il se trouve qu'on parle de notre propre expérience, où on devine l'expérience des gens que nous avons posés, mais la compassion et la fatigue peuvent s'appliquer à n'importe quel membre de la famille et leur aidant. Nous reconnaissons également que quand on parle d'anciens combattants ou de vétérans, nous parlons aussi SP, ça veut dire les anciens combattants et leurs familles. Peut-être que ceci ne vous convient pas, mais comme Polly l'a dit, prenez ce qui s'applique à vous et laissez le reste. Mais nous espérons qu'à l'avenir, dans les prochains sommets, si on aura d'autres événements, on pourra rentrer dans les détails dans d'autres sujets plus spécifiques dans les sessions à venir.
Merci beaucoup d'avoir mentionné ce point. Vous avez tout à fait raison. Et il ne s'agit pas juste, il n'est pas forcément lié à la bataille. Nous allons aller vers la pause. Nous avons une matinée fort intéressante. Nous allons prendre quelques minutes pour marcher, prendre quelque chose, continuer à commenter sur le chat, hein. Et encore une fois, nous allons prendre à peu près 15 minutes. Alors, vous vous connectez avec nous à travers le monde. Quand je dis go ou allez, alors vous avez la pause. Et allez, go, pause.